Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Cette année est la 48e édition du Mai de Saint-Pierre qui commémore le centenaire de la refondation de la ville avec un programme exceptionnel qui donne une part belle aux conférences. Et j'ai le plaisir de recevoir un historien qui est aussi docteur en histoire, Monsieur Léo Ursulet. Bonjour Monsieur Ursulet. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, très très bien. Je vous dirais que nous sommes un petit peu assaillis par le travail que représente ce mai-là, mais enfin ça va. Bon, c'est un travail qui porte ses fruits? J'espère, on verra à la longue ce que ça donne, quoi. Hein. D'accord. C'est un travail toujours de longue haleine, le Toujours. travail culturel. Hein. Le travail d'un historien surtout, Absolument. qui n'est jamais fini. Oui, il n'est jamais fini. Je ne sais pas si c'est seulement l'historien, le sociologue également. Oui, Hein. finalement toutes les spécialités ont leur part à faire. Hmm. Donc, Monsieur Ursulet, j'ai regardé votre parcours. Donc, vous étiez professeur de mathématiques Oui. et historien aussi. Donc, il y a un lien. Est-ce qu'on a laissé les maths pour faire de l'histoire? Est-ce que les maths ont permis de bifurquer sur l'histoire? Comment ça s'est passé, Écoutez, ce mariage? comme je vous disais, j'ai vécu en France pendant très longtemps. J'ai été enseignant et j'ai enseigné les mathématiques. Dans quelle ville? Hein, alors, d'abord à Montpellier, ensuite près de Nantes, et je suis revenu en Martinique. Bon, j'ai exercé donc au lycée de la Pointe-des-Nègres. Bon, il faut le dire qu'après 15 ans de métier, on éprouve le besoin de se renouveler un peu. Surtout que nous sommes dans un pays où les mathématiques, mon Dieu, on ne peut pas dire que c'est la discipline que l'on peut fouiller de manière qu'on souhaiterait toujours. Et comme j'ai toujours été attiré par l'histoire, Surtout l'histoire de la Martinique. surtout l'histoire de la Martinique, et que je suis parti avec un certain nombre de questions que je me posais à propos de mon pays, eh bien quand je suis revenu, à la faveur des heures de disponibilité, des plages de disponibilité, je me suis très vite embarqué dans cela, grâce à M. Abenon, qui a d'ailleurs dirigé ma thèse, et depuis, j'ai fait peut-être 5 ou 6 ans ensuite de professeur de mathématiques, et ensuite, j'ai carrément abandonné les mathématiques pour ne faire que de l'histoire. Ça va, les mathématiques ne vous manquent pas? Il y en a un petit peu dans l'histoire finalement à parler de chiffres. Écoutez, les mathématiques, ça ne se perd jamais. Ne serait-ce que la pensée, la manière de s'exprimer, la manière de structurer sa pensée, le besoin toujours de faire des démonstrations, le besoin de preuves, c'est quelque chose qui ne m'a jamais laissé et que j'ai ramassé en mathématiques. Et dont je suis très fier en ce qui concerne l'usage que je fais en histoire. Exact. Alors, vous parliez de votre thèse, oui, qui a d'ailleurs été la première thèse présentée à l'Université des Antilles, donc Antilles-Guyane à l'époque. Donc, votre thèse de doctorat s'intitulait « La destruction de Saint-Pierre en 1902, antécédents et conséquences socio-économiques et politiques sur la vie de Martinique ». Ouais. Est-ce que vous pouvez très succinctement la résumer, si c'est possible? Si c'est possible. Résumer une thèse. En 1994, il faut vous dire une chose, ce que l'on sait de Saint-Pierre, c'est très, très sommaire. Pour ne rien vous cacher, je ne vais pas le nommer, mais j'avais un doyen de faculté qui s'est permis de me sortir une fois que Saint-Pierre avait été bouclé militairement et qu'on n'a pas laissé la population partir. Alors, vous voyez, un doyen de faculté, en 1993, c'est vous dire le travail qu'il y avait à faire. Quoi. Et lorsqu'est arrivé le colloque en 2002, ça a été le florilège de toutes sortes d'aberrations, hein, c'est-à-dire que tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été traîné comme préjugés, comme rumeurs, hein, tout ça c'est passé, je dirais, à l'état de connaissance, un peu prétendue connaissance. Eh bien, c'est contre tout ça que j'ai dû me battre pour faire cette thèse de doctorat. J'ai eu la chance pour cela de rencontrer deux hommes qui sont morts aujourd'hui. Un jeune, M. Denis Westkamp, qui était géologue d'ailleurs, c'est pratiquement le créateur, le fondateur de la galerie de géologie du CERMAC. Et puis, il y a eu M. Jacques Petit-Jean-Roger, qui avait fait qui avait consacré un numéro de bulletin de l'histoire sur ça. Eh bien, ce sont ces deux hommes-là qui m'ont incité à fouiller, et lorsque j'ai rencontré M. Abenon, c'est parti.
Alors, vous parliez de votre colloque organisé en 2002. Donc, c'est vous qui avez décidé d'organiser un colloque qui a donné suite à un ouvrage. Un ouvrage. Donc, comment ça s'est passé? Vous avez recueilli des informations. C'est un colloque, c'est un ouvrage à plusieurs mains, si j'ai bien compris. Ah oui, c'est un ouvrage. Nous avons été 22 intervenants, dont 2 qui venaient de l'extérieur, un aux États-Unis, un à Bordeaux. Et ce travail a été fait, moi j'en suis vraiment fier, quoi, parce que C'est un travail colossal, hein? colossal. Et nous avons dû, j'ai dû me battre pour trouver les fonds nécessaires de façon à éditer les actes, lesquels actes sont publiés sous le nom de Saint-Pierre, mythe et réalité de la cité créole disparue. C'est ça. Hein. Et ce travail, je ne sais pas s'il a eu son, il avait été pris par Ibis Rouge. Ibis Rouge, c'est ça, les éditions, oui. Mais je ne sais pas si Ibis Rouge a fait tout le travail qu'il fallait pour ça. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter dans une émission. Mais absolument, absolument. Alors, quels sont les mythes, selon vous, qui perdurent justement autour de Saint-Pierre, que vous avez pu recueillir dans cet ouvrage, quelques-uns? Écoutez, le mythe, Saint-Pierre, c'était... bon, on va vous dire, Saint-Pierre, c'est le... Là, je vais bousculer carrément. Hein, je suis accroché, allez-y. On va vous dire que Saint-Pierre, c'était le petit Paris des... C'est ça. Voilà. Bon, que Saint-Pierre, c'était la ville intellectuelle, etc. Eh bien, le mythe, c'est que, pour vous dire, une ville qui avait 26 000 habitants, il n'y avait pas de librairie, il n'y avait pas de bibliothèque. À un point tel qu'un type comme M. Lafcadio Hearn, Oui. qui a fait 2 voyages à Saint-Pierre, c'est énormément plein de cela. Et je crois que c'est quelque chose qui a joué beaucoup, beaucoup sur le niveau culturel du pays, de la population de Saint-Pierre. Parce que quand je fais par exemple, je fouille par exemple pour voir comment la Martinique a vécu l'éruption du Tambora ou bien du Krakatoa. Mais c'est très sommaire, c'est très sommaire. Il vous raconte qu'il y avait eu, même pas 2000 personnes, alors qu'il y a eu plus de 35 000 personnes. Alors, c'est vous dire que finalement, en fait, les Pierrotais comme les Martiniquais, leur seule source d'information, c'était les journaux, c'était la presse. Et il n'y avait rien d'autre. Donc, ça a manqué beaucoup, et c'est quand même assez dur à dire, quoi. Mais lorsque arrive le grand moment pour Saint-Pierre de savoir comment il doit faire finalement face à ce danger de la montagne Pelée, on n'a rien, on n'a trouvé personne. On a trouvé on a formé une commission de volcan, c'était un pharmacien, c'était un lieutenant-colonel, c'était un professeur, c'était le seul peut-être à connaître quelque chose, c'est-à-dire le professeur Doz, et ces gens-là n'avaient jamais vu une éruption. Alors, c'est vous dire un peu que sur le plan intellectuel, la ville était loin d'être ce que l'on croit. Ça, c'est un mythe. Après, est-ce qu'il parlait peut-être du petit Paris en termes d'affluence commerciale, de fêtes, d'affluence commerciale, d'été, de carnaval, carnaval, ça c'est certain. Mais je dirais même qu'à cet égard-là, Saint-Pierre se distingue un peu de ce monde-là parce que c'était populaire, il y avait une certaine spontanéité qu'on ne retrouvait pas dans les grandes villes. Hein. Du reste, tous les observateurs, américains notamment, qui venaient, et caribéens qui venaient à Saint-Pierre, disaient ils y venaient parce qu'ils y trouvaient quelque chose qu'on n'avait jamais vu nulle part. Une population en transe, une population qui s'accordait des libertés que peu de populations connaissent parce que, figurez-vous que... Donnez-moi un exemple de liberté. Justement, ça a été le thème de votre conférence Saint-Pierre avant 1902, un monde empreint de liberté, d'indépendance. On est en plein dans le sujet. Donnez-moi un exemple de liberté. Bien, écoutez, lorsque vous avez un maire qui décide de faire à sa tête, hein, eh bien, la population lui règle le compte au carnaval. Et c'était le cas de Célestin. Il y a une chanson qui est passée au carnaval, Célestin, Wajab, Déro. Bon, ça va, c'était encore correct à l'époque, on va dire. C'est encore, oui, par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Tout à fait. Mais Saint-Pierre a inauguré à cet égard-là. Voilà. Très bien. Donc c'est ce que vous appelez en termes de dérision? Non, pas encore. Cette liberté, elle va beaucoup plus loin. Elle remonte à... Alors, justement, c'est l'objet du colloque. J'ai montré que finalement,
on parle de Saint-Pierre ville d'art, alors que c'est Saint-Pierre ville d'art et d'histoire. Et à cet égard-là, la ville d'histoire, et c'est là que l'on voit effectivement l'indépendance et la liberté du peuple de Saint-Pierre. J'ai montré ça sur pas mal de points. Sur d'abord, comment dirais-je, la période de l'abolition. Oui. On l'oublie, mais ça s'est passé à Saint-Pierre. Hein. Et le monsieur qui s'occupait de cela, qui était en même temps commissaire de police de Saint-Pierre, c'était un monsieur qui, des mois auparavant, visitait les ateliers des esclaves pour les mettre au courant un petit peu des actualités en France. Hein. Donc, c'était ça. Et puis, c'était, comment dirais-je, ce monsieur-là, finalement, il s'est trouvé au premier loge comme commissaire. Il fallait qu'il contienne le mouvement d'hostilité, de refus de l'esclavage. Eh bien, ça, c'était quelque chose, ça a été un énorme travail qu'il a dû faire avec Pori Papy. Hein. Et Pori Papy, à l'époque, qui avait, comment dirais-je, au sein de la municipalité, la prérogative de la police de la ville. Et ce sont eux qui ont géré ça. Mais ils ont géré ça d'une manière qui montre finalement que, au contraire de ce que disent des messieurs comme Bicêtre et tous ses soutiens, c'est-à-dire les Blancs créoles, quoi, ça, c'est pas une histoire. Ça ne s'est pas passé. Non, on a laissé croire à un certain moment que c'était les mulâtres de Saint-Pierre qui étaient à l'origine de ça. De la libération. Et pourquoi? Tout simplement parce que ces Blancs créoles avaient comme référence comment dirais-je, ce qu'ils avaient vécu en 1824 avec l'affaire Bicêtre. D'accord. Hein, et effectivement, les mulâtres avaient été massacrés. Alors, les Blancs créoles ont vu dans les événements de mai une revanche des mulâtres de Saint-Pierre. Mais non, c'était pas ça du tout. C'est vous dire qu'ils n'ont pas compris du tout ce qui s'était passé. Comment il s'appelle? Vous avez un type comme M. De Salles, qui était un blanc créole, d'ailleurs, qui a été, comment dirais-je, il a fait partie du tribunal qui a condamné Bicêtre. Eh bien, ce monsieur-là, il a tenu un journal pendant 2 ans, 3 ans, très complet, et il est de ceux qui disent effectivement que ce sont les mulâtres qui ont mené ça. Et vous savez comment il explique ça? En disant nos nègres, c'est leur propriété. D'accord. Ils étaient des gentils, etc. Ils ne pouvaient pas avoir l'envergure nécessaire pour ça. Alors que finalement, on a vu le gouverneur Ossolan qui arrive, qui est, comment dirais-je, du bateau. Il est accueilli par une haie d'esclaves qui lui disent il n'y a pas de problème, il faut aujourd'hui qu'on arrête cette histoire, il faut que l'esclavage s'en aille. Très bien, monsieur Ursulet. Alors, votre actualité aujourd'hui, c'est un dernier ouvrage qui est sorti en 2019. Oui, qui s'appelle Parcours contrasté de Cyril Bicêtre et Victor Schœlcher. Vous avez aussi un autre ouvrage alors qui s'appelle L'histoire sociale de la catastrophe de 1902. Ah oui, ça c'est. Alors là, l'histoire, c'est pas un nouvel ouvrage. D'accord. Disons que c'est une mouture qui est venue compléter le premier ouvrage que j'ai fait, qui est issu de ma thèse. Ok. Hein? Alors je vous le recommande parce qu'il a été actualisé et c'est le premier tome. Il y a un deuxième tome. J'espère que j'aurai les forces nécessaires pour continuer. Mais c'est un travail dont je suis très fier. Qui n'a, hélas, pas encore la diffusion souhaitée en Martinique. D'accord. Et selon vous, aujourd'hui, comment vous situez Saint-Pierre en Martinique dans l'influence qu'elle a sur la Martinique? Est-ce que c'est toujours existant? Est-ce qu'elle n'a plus le lustre qu'elle avait à l'époque? Ah, incontestablement. Saint-Pierre a combien? 4 000 habitants à peu près. Exact. Alors que Saint-Pierre était en 26 000 habitants. C'était la première ville de Martinique. Et puis, elle avait une force économique et culturelle que je dirais, il ne faut pas quand même jeter trop la pierre sur ça. Mais non. Enfin, disons que le Saint-Pierre d'aujourd'hui a une chance. C'est d'avoir un maire qui reste très ouvert
à tout ce qu'il est possible de faire Oui, Monsieur pour Raffa. Monsieur Raffa. Et je crois que c'est une chose intéressante. Avec cela, je pense que nous avons toutes les possibilités, finalement, de voir s'ouvrir un peu l'auréole de Saint-Pierre. Voilà. Une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique. Alors, maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que Saint-Pierre, c'est pas seulement l'affaire du maire de Saint-Pierre. Bien sûr. C'est l'affaire de tous les Martiniquais. Parce qu'une bonne partie du patrimoine de la Martinique, il est à Saint-Pierre. À son origine aussi à Saint-Pierre. Et puis on a aussi ouais. le patrimoine musical aussi, Max Français, Fernand Donatien, ce sont des personnes qui... Ça, sûrement, sur le plan culturel, sûrement. Mais j'insiste surtout sur une chose, c'est sur le plan historique. Oui, c'est vrai. Justement, au cours du colloque que nous avons fait la semaine dernière, je montrais que tous les grands problèmes politiques traversés par la Martinique, ils sont passés par Saint-Pierre. C'est normal. Saint-Pierre portait tous les stigmates de toutes les contradictions de la société martiniquaise. Pour vous donner un exemple précis, par exemple, on a l'habitude d'évoquer l'insurrection du Sud. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on appelle l'insurrection du Sud, alors qu'on devrait dire l'insurrection de 1870. Mais j'ai montré qu'elle n'a pas eu lieu qu'à Rivière-Pilote. Qu'à Rivière-Pilote. Et j'ai montré qu'effectivement, il y a eu une affaire de première importance à Saint-Pierre, qui s'appelait l'affaire Emmanuel Lagrange, et qui justement concernait ceux qui avaient été condamnés par le tribunal militaire, c'est-à-dire tous les acteurs de Rivière-Pilote. Et ces gens-là de Saint-Pierre, ils ont pris fait et cause pour ces gens. Ils sont descendus dans la rue, ils ont tiré de la prison Emmanuel Lagrange, qui effectivement présentait la cause. Et cette affaire montre effectivement que Saint-Pierre n'est pas resté du tout à côté de ces questions-là. Saint-Pierre a trouvé dans cette cause de 1870 une cause où sa liberté et sa dignité étaient... Et puis elle avait toute sa place également. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ursulé. On va devoir interrompre nos échanges parce que l'émission touche déjà à sa fin. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes une encyclopédie de savoir qui donne envie de rester parler pendant des heures, mais malheureusement, on a un timing à respecter. Mais écoutez, merci pour cet échange. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite simplement à Zitata un grand avenir parce que nous n'aurons jamais assez de médias vu nos besoins en Martinique. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez. Merci les Zitata, j'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Écoutez ça. Voilà.